philosopher avec la littérature de jeunesse. Je vais avoir deux diapos qui sont communes avec la conférence de lundi, c'est juste pour resituer un petit peu le contexte général par rapport à cette approche particulière que je vais vous présenter aujourd'hui, de philosopher avec la littérature de jeunesse, d'apprendre à philosopher avec la littérature de jeunesse. Tu l'as dit, Pierre-Éric, il s'agit d'une réflexion, d'une recherche qui s'inscrit dans une didactique de la philosophie, c'est-à-dire d'une réflexion sur comment on pourrait enseigner la philosophie de façon extrêmement précoce, dès l'école maternelle, si la philosophie était considérée comme une discipline comme une autre, c'est-à-dire comme les mathématiques, comme les sciences, comme l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut penser à un commencement de la philosophie. Et là, je voudrais souligner un paradoxe, qui est le paradoxe de cette rencontre qui peut sembler totalement improbable, voire impossible, voire insensé, voire absurde, entre le monde de la philosophie, qui est caractérisé de façon traditionnelle par la rigueur des auteurs, Kant, Hegel, Heidegger, la dissertation, le commentaire de texte, et de l'autre côté, le monde de l'enfance, qui est caractérisé par une certaine forme d'immaturité, d'absence de bagage linguistique, culturel, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour pouvoir vraiment, véritablement philosopher, ne plus être un enfant. Et vous le voyez bien dans les systèmes éducatifs, et notamment le système éducatif français, effectivement, la discipline philosophie n'est proposée qu'en classe terminale, dernière année du lycée, quand on commence déjà à être un jeune adulte. Et je le dis souvent, la philosophie c'est en classe terminale des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels, comme si les lycéens des lycées professionnels n'avaient pas justement ce fameux bagage intellectuel, culturel, linguistique, cette maturité psychique et rationnelle qui permettrait enfin de philosopher. Bon. Et pourtant, oui Pascal, tu peux parler tout de suite, Pascal, je vois, voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui unit profondément la philosophie et l'enfance, je l'avais déjà dit lundi, j'insiste là-dessus, c'est un lien profond, et ce lien profond qui unit la philosophie et l'enfance est une expérience humaine fondamentale, dont nous parle déjà Aristote, sous l'Antiquité, et cette expérience fondamentale, vous voyez là, c'est l'étonnement devant le monde. Aristote dit que ce qui distingue l'homme des autres animaux, fondamentalement, essentiellement, d'abord et avant tout, ce qui distingue l'homme des animaux, c'est la capacité à s'étonner. C'est parce que les hommes devant le monde se demandent « et pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi ? Et comment ?» Ça vous rappelle quelque chose ? 3 à 4 ans. Et pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi ? Et donc on retrouve chez les tout petits enfants, si on prend la peine de les écouter, j'y reviendrai, sur cette écoute, sur cette éthique, sur ce respect de l'enfant en tant que sujet, si on prend la peine de les écouter, on retrouve chez les tout petits enfants les questions que les hommes se posent depuis toujours sur l'amour, sur le bonheur, sur la liberté, sur le bien, sur le mal, et ils nous les posent avec beaucoup d'authenticité. Ils se les posent vraiment. Moi, c'est ce qui m'a étonnée quand j'ai été au contact avec des tout petits enfants de 3-4 ans, c'est l'authenticité, la profondeur des questions philosophiques qui se posent. Moi, j'avais jamais vu autant d'authenticité chez des adolescents de terminale ou chez des étudiants à la fac. Ils se la posent vraiment. Et donc, il y a quelque chose à saisir dans ce moment de l'enfance pour la philosophie, c'est le moment de l'étonnement. Alors, l'étonnement ne suffit pas à faire de la philosophie. Il ne suffit pas de s'étonner pour être philosophe.
pour être philosophe et pour faire de la philosophie, il va falloir penser par soi-même, il va falloir réfléchir, argumenter, conceptualiser, acquérir une rigueur intellectuelle. Mais on peut dire que le philosophé, le chemin du philosophé, il commence avec les questions que nous posent tous les enfants. Et alors la chaire UNESCO, là, ça me permet effectivement, j'ai la chance de pouvoir aller partout dans le monde, dans des endroits vraiment absolument improbables, comme là, la Réunion, non, c'est pas comme là, la Réunion. Le Bénin, le Cameroun, enfin partout, et les questions sont les mêmes. C'est-à-dire ce lien, cette fraternité qui peut unir les hommes au-delà de leurs différences particulières, on la trouve notamment dans les questions philosophiques que posent tous les enfants. Alors justement, vous voyez, la philosophie avec les enfants, ça se développe sous des formes extrêmement diverses. Je les ai décrites lundi, je ne vais pas les décrire aujourd'hui. Il y a des courants, des dispositifs, des façons de faire qui sont extrêmement différentes les unes des autres. Mais ça existe donc partout dans le monde. Parce que j'y reviendrai aussi, parce que je pense que ça repose sur une certaine définition de l'enfant, qui est un sujet capable de penser, et donc de philosopher, et donc d'avoir accès à une certaine forme de littérature. Je pense que tout ça est extrêmement lié. Et elle est, la philosophie avec les enfants, même préconisée dans certains programmes de l'école, et c'est le cas en France depuis 2015, dans les programmes d'enseignement moral et civique, où cycle 2, cycle 3, il est préconisé des discussions à visée philosophique. Donc maintenant, même ça s'institutionnalise. Bon. Alors moi, quand j'ai découvert l'existence de la philosophie avec les enfants, c'était à la fin des années 90, début 2000, en tant que bonne prof de philo, jeune prof de philo qui était à l'époque, au siècle dernier, quand j'entends pour la première fois parler d'existence de philosophie avec les enfants, mon premier réflexe c'est de dire, vous faites juste n'importe quoi. Pour moi, la philo, c'était en terminale. La philosophie, c'est avoir accès à Kant, à Hegel, à Heidegger. Et donc, évidemment, si la philosophie, c'est les auteurs, c'est la dissertation, c'est l'écrit aussi. Je l'ai dit dans les représentations classiques, l'enseignement de la philosophie, c'est l'écrit, l'évaluation. Bon. Donc, si on pense que la philosophie, ça peut être que les auteurs, la dissertation et le commentaire de texte, évidemment, philosopher en grande section, c'est compliqué, quoi. Bon, et puis j'étais convaincue, du fait d'aller regarder que c'était peut-être possible. Et quand j'ai commencé à animer moi-même mes propres ateliers dans des classes, et le tout premier atelier que j'ai animé, on se souvient évidemment toute ma vie, c'était dans un CP, et la question que l'instituteur voulait qu'on traite avec les élèves, c'était « faut-il toujours dire la vérité ?» Donc mon premier atelier philo, j'en avais jamais fait, on était en 2000, 2001 à ce moment-là. Bon, j'étais comme ça, évidemment. Faire un cours en terminale, faire un cours à la fac, en amphi, ça, super facile. Alors, animer un atelier philo en CP, c'est comment je vais faire. Et mon réflexe de prof de philo, c'était ça. On ne peut pas apprendre à philosopher, on ne peut pas faire un cours, entre guillemets, de philosophie, même avec des CP, sans texte. Moi, il fallait que je parle d'un texte, d'un auteur, enfin, il fallait que je parle d'un support. C'était mon habitus de prof de philo, et mon réflexe, ça a été ça. Donc, on ne peut pas partir sans texte, sans médiation culturelle, sans auteur, qui vont permettre aux enfants de commencer à problématiser, à conceptualiser, à argumenter, c'est-à-dire les mêmes exigences de terminale, mais adaptées à de très jeunes enfants. Mais à partir de quel texte ? Comme je me suis dit, j'avais l'intuition, même si je ne connaissais pas bien l'école élémentaire à l'époque, mais j'avais l'intuition quand même que le CP, venir avec Kant et Heidegger, ça n'allait pas trop le faire. Les textes classiques de philosophie, étant peut-être trop difficiles directement pour un premier cours en CP, je me suis dit, et c'était intuitif, c'est grâce à la littérature. Alors, c'était pas complètement intuitif parce que, j'ai cité Jaurès lundi. Jaurès, il dit, on n'enseigne plus ce que l'on est que ce que l'on sait. Or, moi, étudiante, mon cœur a longtemps balancé entre deux amours, la littérature et la philosophie. Et j'ai fini par choisir la philosophie, mais en travaillant sur des écrivains. C'est-à-dire, je travaillais sur Diderot, j'ai travaillé sur Rousseau, j'ai travaillé sur Sade, et j'étais loin de la philo avec les enfants.
Mais je voulais faire ma philo avec la littérature, pour pas quitter la littérature. Et quand j'ai enseigné en terminale, mon réflexe, quand j'enseignais en terminale, c'était de travailler avec Madame Bovary, avec Marivaux. Et j'avais fait mon mémoire professionnel à l'IUFM sur l'utilisation des références littéraires en cours de philo. Donc vous voyez, hein, c'était déjà mon identité professionnelle. Sauf que quand je vais en CP, je pense à la littérature, mais je ne connais pas la littérature de jeunesse contemporaine. Et j'avais toute une série de stéréotypes, là aussi, en disant, mais est-ce que c'est de la vraie littérature? Bon, et bon, et voilà comment j'ai commencé. Bon. Et je me suis rendu compte que, là c'était dans les années 2000, hein, quand je vais voir justement qu'est-ce qui existe en littérature de jeunesse qui pourrait servir de médiation pour philosopher, je me suis rendu compte que parallèlement au développement de ce qu'on va appeler la philosophie avec les enfants, sous des formes extrêmement diverses et partout dans le monde, bien parallèlement, c'est chronologique, hein, parallèlement au développement de la philosophie avec les enfants, bien la littérature qu'on dit de jeunesse, enfin moi je l'appelle maintenant aussi pour la jeunesse. Parce que nous aussi, qu'est-ce qu'on aime la lire, hein. Voilà. Donc elle est aussi pour les enfants. Mais bon, je garde la terminologie de jeunesse. Ouais. Ben oui, d'ailleurs, je regarde Pascal, quand je demande moi à mes étudiants, aussi à l'ESP, hein, parce que j'enseigne aussi à l'ESP sur Nantes, mais qu'est-ce qu'ils lisent en majorité, hein? C'est la littérature de jeunesse. Et en tant que parent, quel plaisir moi j'ai eu à lire la littérature avec mes enfants. Bon, je garde cette terminologie de jeunesse, hein, ici. Alors, et je me suis rendu compte que la littérature de jeunesse, depuis elle aussi 40 ans, parce que la philosophie avec les enfants, ça a 40 ans, hein, à peu près, mais depuis 40 ans aussi, on voit l'explosion d'une nouvelle forme, d'un nouveau genre de littérature dite de jeunesse, et j'ai pas mis Max et les Maximons pour rien, parce que Max et les Maximons, c'est 1969, il y a un tournant, il y a quelque chose qui se joue dans l'explosion d'une certaine forme de littérature de jeunesse, et c'est ça que je vais essayer de montrer dans la conférence, hein. C'est une littérature de jeunesse, je voyais l'expression, hein, que j'utilise toujours, hein, mais qui va aborder avec subtilité et complexité des questions philosophiques et existentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a de la chance, nous, aujourd'hui, hein, les praticiens, notamment de la philosophie avec les enfants, d'avoir à notre disposition ce corpus, ce continent d'œuvres destinées aux enfants, mais qui sont la vraie littérature. Vous voyez ce que c'est la vraie littérature, hein. Mais c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment des œuvres qui, de façon poétique, qui, de façon symbolique, vont nous donner une parole sur le monde. Et comment cette lecture-là, elle va me permettre à moi, lecteur, de m'éclairer sur ce que c'est que la liberté, sur ce que c'est que le bonheur, sur ce que c'est que l'amour, etc., etc., etc. Non. Donc, voilà, si je reprends un peu chronologiquement, même par rapport à mon parcours, hein, ben, j'ai fini par en faire une thèse, hein, de ce sujet-là, comment on peut philosopher apprendre à philosopher à partir de la littérature de jeunesse. Et là maintenant, je vais vous montrer un petit peu les conclusions de presque maintenant 18 ans de travail sur la question. Alors, je me suis rendu compte que la littérature de jeunesse, là vous reconnaissez un autre classique, hein, j'ai mis mon panthéon personnel, après Max et les Maxi Monstres, hein, voilà, Jean de la Lune, de Tommy Ungerer. Bon. La littérature de jeunesse est toujours extrêmement révélatrice de la façon dont une époque se représente le monde de l'enfance. Il y a plusieurs époques, hein, on le sait, je regarde l'historien qui est là, je ne vais pas trop dire de bêtises, avec Philippe Ariès, et puis, bon, qui commence à être daté, mais quand même, il y a cette idée que la façon dont une époque se représente l'enfance évolue, et il y a beaucoup évolué, hein, du Moyen-Âge à nos jours. Et la littérature de jeunesse que je vous montrais là est comme un symptôme. Si vous voulez savoir comment une culture et comment une société pense l'enfance, ou traite ses enfants, un des symptômes possibles, c'est la littérature de jeunesse. Qu'est-ce qu'on offre à lire ou pas
aux enfants. Bon. Et quand on se représente l'enfant comme une petite chose innocente, ignorante, alors ça c'est la vision un peu rousseauiste, hein, des choses. Quand on se représente l'enfant comme une petite chose qu'il faut protéger absolument du tragique de la condition humaine, des grandes questions, l'enfant, voilà, hein, pur et innocent, qu'il faut protéger, qu'il faut mettre en quelque sorte sous bulle, pour retarder au maximum le moment où il sera confronté à ces grandes questions. Donc quand on se représente l'enfant comme cette petite chose innocente, ignorante qu'il faut protéger, on ne peut lui offrir qu'une littérature, entre guillemets, ou que des ouvrages, pour être plus précis, un bon sens dans le vocabulaire, qui vont correspondre à cette représentation, c'est-à-dire des ouvrages naïfs, mièvres et moralisateurs. Est-ce que vous pouvez m'en citer? Si je vous dis un type d'ouvrage destiné aux enfants, mais qui sont... Bravo. Voilà. Martine, petite maman. Voilà, ici. Choupi va à la piscine. Bon, petit ours brun. Vous voyez, bon. Ce sont des ouvrages. Plutôt que de dire littérature, on pourra en discuter. Hein. C'est une vraie question philosophique. Hein. Est-ce que c'est de la littérature? Qu'est-ce que c'est que la littérature? On en a pour 6 heures, hein. Bon, minimum, pour ne pas répondre à la question. Mais bon. Mais voilà, c'est un parti pris que je prends ici. Hein. Bon. Nous avons là ici des ouvrages destinés aux enfants qui ont pour fonction essentielle de les divertir ou de les informer, de les adapter aux conditions matérielles concrètes de la société dans laquelle ils vivent. Non. Il n'y a pas de différence, à mon sens, entre la littérature qu'on appelle de jeunesse et la littérature pour les vieux, pour nous. C'est-à-dire que quand on va choisir un livre, ou quand on va aller au cinéma, c'est exactement la même chose, c'est le rapport à l'œuvre, hein. Bon, l'œuvre d'art en général. Quand on va choisir un livre en bibliothèque, on peut très bien choisir un livre pour se vider la tête, pour se divertir ou pour s'informer sur telle ou telle condition réelle de la vie dans laquelle, condition de vie réelle dans laquelle on vit. Bon. On peut aller au cinéma pour voir une connerie monumentale, on se vide la tête, on se divertit. Et on peut aussi choisir des livres qui vont nous bousculer, qui vont nous faire réfléchir, et qui vont nous donner une parole, qui vont nous permettre de grandir, de se sentir plus intelligent, de voir le monde de façon plus sensée. Et le problème, entre guillemets, de la littérature de jeunesse il y a 40 ans, c'est que vous n'aviez que ça. Que des ouvrages de divertissement, que des ouvrages qui véhiculent une représentation de l'enfant comme petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger. Dans les années 1970, c'est pour ça qu'il y a un vrai parallèle avec le développement de la philosophie avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? On voit la vulgarisation, notamment, du discours de la psychanalyse sur l'enfant. Rousseau disait un enfant est pur et innocent, Freud dit c'est un pervers polymorphe. Voilà. Bon, pas le temps de développer exactement ce que veut dire Freud par là, mais c'est-à-dire que l'enfant est un être de pulsion, d'angoisse, et surtout l'enfant est en prise avec le monde, il n'est pas dans une bulle. Surtout aujourd'hui, il voit, il entend, c'est une éponge l'enfant. Il sait que la mort existe, il sait que le mal existe, il sait que l'amour existe. Voilà. Donc l'enfant est un sujet en prise avec le monde, il a des angoisses. Alors là, je mets deux phénomènes, hein, le succès de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, ou les émissions de Françoise Dolto en métropole, hein, qui ont eu beaucoup de succès,
et qui ont vulgarisé cette nouvelle représentation anthropologique de l'enfant en tant que sujet. Vous le voyez là sur le PowerPoint, un être de désir, un être d'angoisse, un être en prise avec le monde, un sujet digne d'écoute et de respect. C'est pour ça que quand je vous disais que la philosophie avec les enfants, ça se développe aussi quand on écoute l'enfant et quand on le définit comme un sujet capable. C'est très lié, hein, cette vulgarisation du discours de la psychanalyse. Et la littérature de jeunesse aussi. L'enfant va être capable d'avoir accès à des œuvres qui vont lui permettre de réfléchir, de penser ces grandes questions universelles. Alors, ça c'est un petit peu le résumé du Bettelheim. Alors, désolé, c'est en 2 phrases, hein, c'est plus complexe que ça, mais voilà ce qui a été retenu par les éducateurs au sens large du terme. Bettelheim, ça a été un succès mondial, un best-seller, hein, ça a été le livre de chevet de générations d'instituteurs, d'éducateurs, et le message qui a été retenu, c'est celui-là. Les enfants ont des préoccupations existentielles intenses, la vie, la mort, l'amour, le bonheur, etc. Et même très jeune, dès 5 ans, dit Bettelheim, hein, l'enfant est capable d'interpréter. Et vous voyez que ce verbe a été repris notamment dans les programmes de littérature. Hein. L'enfant est capable d'interpréter le message du texte, son discours, sa parole, pour mieux se comprendre lui-même et mieux comprendre le monde. Voilà. Les enfants peuvent lire des textes qui abordent de façon complexe des questions complexes. Donc il y a tout un pari sur l'intelligence, à la fois interprétative de l'enfant, mais aussi sur l'intelligence philosophique de l'enfant. Ils se posent des questions philosophiques et ils ont besoin de textes intelligents, subtils, poétiques pour répondre à ces questions-là. Et c'est là que le monde de l'enfance, de la littérature et de la philosophie a pu se rencontrer. Alors ce que je vais faire maintenant dans les diapos qui suivent, c'est un petit panorama non exhaustif de ce qui existe aujourd'hui comme littérature pour animer des ateliers de philosophie avec les enfants. Et après ce panorama, donc encore une fois non exhaustif, je vous donnerai un exemple précis d'une séance qu'on peut mener en classe à partir d'un récit. Ça va, vous me dites, hein, s'il y a des questions, des remarques, hein, n'hésitez pas. Alors, petit panorama. Alors, je fais une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça permet de classifier un petit peu qu'est-ce qui existe aujourd'hui en littérature de jeunesse pour philosopher. Là, c'est pareil, hein, c'est mon panthéon personnel. Hein, vous pouvez mettre les auteurs hein, qui résonnent le plus pour vous, mais revoilà Tommy Ungerer. Alors voilà, première catégorie, voilà des récits, des contes, des mythes, des albums. Vous pourrez rajouter poésie, théâtre, BD, n'importe, hein. Voilà, des récits à forte portée philosophique, c'est-à-dire qui abordent des questions complexes, hein. C'est pas Choupi va à la piscine, hein. C'est la mort, c'est la guerre, c'est voilà. Oui, parce que la mort n'existe pas, vous avez vu hein, dans Martine. C'est un monde... Je reviens 5 minutes là, sur Martine et Choupi, je ne l'ai pas dit, mais Martine et Choupi, c'est complètement irréaliste. C'est ce que dit Bettelheim, alors il ne connaît pas Martine, hein, sinon il aurait fait une crise cardiaque, hein, mais bon, il parle d'autres ouvrages qui sont à peu près du même genre aux États-Unis dans les années 70, et il dit, mais c'est totalement indigent ce qu'on offre aux enfants. Non seulement c'est indigent, dit on les prend pour des cons, quoi, en gros, c'est ça, les enfants. Et en plus, dit Bettelheim, alors il le dit de façon un peu provocatrice, hein, mais ce type d'ouvrage-là, pour les enfants, c'est super angoissant. Parce que l'enfant, il dit, mais moi je suis pas comme ça. Martine, elle est tout le temps contente. Elle fait ménage, elle est contente. Il pleut pas. Il n'y a pas les attentats, il n'y a pas la mort. Le pire de la condition humaine, c'est d'attraper la grippe. Au-delà, t'as pas. Donc l'enfant se dit, mais moi, c'est pas le monde dans lequel je vis, moi je m'y reconnais pas du tout, je m'identifie pas. Par contre, le petit poussé qui est abandonné par ses parents, alors là, l'enfant dirait, ça c'est vrai ça. Parce que moi j'ai peur de ça. Moi j'ai peur d'être tout seul, moi j'ai peur de pas y arriver. Et donc, de façon provocatrice, hein, Bettelheim dit que ce type d'ouvrages-là sont extrêmement anxiogènes.
pour les enfants, parce qu'ils ne présentent pas aux enfants le monde tel que les enfants, eux, le voient dans leur réalité et leur véracité. Bon. Alors que, chez Angerer, notamment Angerer, encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, voilà. Mais Angerer, il prend pas les enfants pour les imbéciles, et il aborde de façon poétique, encore une fois, symbolique, mais des questions, des vraies questions, l'amitié, la différence, la violence, etc., etc. Donc voilà, petit panorama des albums. Il y a des contes aussi, Bettelheim se plaint dans les années 70 en disant que les enfants n'ont pas accès aux versions authentiques des contes. Dans les années 70, quand vous aviez des contes de fées, comme Blanche-Neige, vous aviez en général la version Walt Disney en album jeunesse, qui est une version totalement édulcorée. Voilà. Ou alors vous aviez Grimm dans la Pléiade. Vous n'aviez pas, et Bettelheim se plaint de ça, hein, d'adaptation qui respecte le conte de tradition orale. Voilà. Donc maintenant il y a ça. Maintenant, on a, pareil, hein, c'est pas exhaustif, mais on a des albums absolument magnifiques, puis qui font le pari de l'intelligence graphique, hein, de la sensibilité. Hein, vous voyez la différence avec Martine, hein, aussi, là, pareil. Hein, on n'est pas dans le simplisme, on est dans l'intelligence, on est dans la subtilité. Bon. Donc maintenant, aucune difficulté pour trouver de belles adaptations intelligentes de contes de tradition orale. Je vous ai mis petit clin d'œil, évidemment, aux contes aussi traditionnels, notamment de la Réunion, mais on peut faire la même chose avec le Bénin, on peut faire la même chose absolument partout dans le monde, parce qu'il y a une vraie universalité aussi dans les contes de tradition orale. Et si je reprends les albums contemporains avec des auteurs, si je vous cite Anthony Brown, ça ne vous étonnera sûrement pas. Voilà. Grégoire Solotareff, Thierry Dedieu, Yacouba, je ne sais pas si vous connaissez Yacouba, si j'ai le temps, je vous montrerai, enfin, merveille, quoi, merveille. Wow. Et puis Jean de la Lune. Et Jean de la Lune, hein, il n'y a pas le mot différence dans le texte. Il n'y a pas le mot racisme, il n'y a pas le mot préjugé. C'est un récit qui, de façon subtile, nous parle des préjugés, de la différence, mais tout en poésie, tout en intelligence, et en faisant encore une fois ce pari de l'intelligence du très jeune lecteur. Bon. Voilà, premier style un petit peu des albums, qui ne sont pas du tout écrits pour philosopher. Hein. De la même façon que Flaubert n'écrit pas Madame Bovary en disant on fera un jour un cours de philo à partir de Madame Bovary pour parler de l'amour, pas du tout. Angerer, Dedieu, Boine, etc. Ils n'écrivent pas en se disant on va faire un atelier philo. Ils écrivent. C'est à nous de nous emparer pour le lire de façon un peu particulière quand on est en philosophie. Mais ce sont les auteurs, ce sont les œuvres. Bon. Maintenant, deuxième genre, et là justement on va aborder des ouvrages qui sont un peu plus didactiques. C'est-à-dire que là, on a des ouvrages qui sont faits pour. Mais toujours à partir de récits. Deuxième genre là, vous allez reconnaître des choses que vous connaissez sûrement, les philofables de Michel Picmal. Donc là, vous voyez, il y a déjà une dimension qui est un peu didactique. Hein. Michel Picmal, il fait une adaptation dans les philofables de contes, de mythes, de sagesse du monde entier, mais avec l'intention que ça serve en atelier de philosophie, que ce soit à la maison, à la bibliothèque ou à l'école. Mais on garde du récit, et il y a une petite rubrique qui s'appelle « Dans l'atelier du philosophe », où il explique en quelques lignes la portée philosophique de l'histoire. Donc vous voyez, on passe à autre chose, là, quand même. Toujours dans cette catégorie-là, hein, genre intermédiaire, vous avez des maisons d'édition qui adaptent les mythes platoniciens pour les enfants. Je vous en montrerai un autre tout à l'heure. Mais là, vous voyez la caverne de Platon, qu'on peut faire dès le cycle 3. Vous avez une maison d'édition qui s'appelle les Petits Platons, et qui, à travers des récits, des albums illustrés, propose la vie et la pensée des auteurs. Alors vous en avez un, vous avez sûrement dû connaître le succès du Monde de Sophie. Oui. Voilà. Le Monde de Sophie en 95, c'est un succès mondial, best-seller,
Et dans le monde de Sophie, l'auteur, il a exactement cette visée didactique. C'est-à-dire à travers un roman, je vais vulgariser l'histoire de la philosophie. Et donc, dans le roman, vous avez des lettres qui racontent aux jeunes lecteurs Aristote, Kant, Descartes, etc. Les petits Platons, ils ont exactement cette même visée-là. Des albums illustrés, des récits, hein, c'est pas un cours, hein, mais dont l'intention est de faire passer aux jeunes lecteurs la vie et la pensée des philosophes. Donc il y en a un sur Rousseau, il y en a un sur Kant, il y en a un sur Hannah Arendt, il y en a un sur Heidegger, il y en a un sur Ricoeur, qui ne sont pas toujours faciles d'accès, hein, mais c'est plutôt un phénomène éditorial que je vous montre là. Et le troisième genre, alors qui est tout à fait significatif parce que ça n'existait pas il y a 15 ans, ce sont les manuels de philosophie pour enfants. C'est là où on voit, comme je vous disais tout à l'heure, hein, que la littérature de jeunesse est symptomatique de la façon dont une époque regarde et pense l'enfance. Il y a 15 ans, les collections de philosophie avec les enfants n'existaient pas. Alors qu'aujourd'hui, elles poussent comme des champignons. Ouais. Toutes les maisons d'édition en France, en tout cas, veulent avoir leur collection de philo pour enfants. Il y en a presque trop maintenant. Et ça, vous voyez, c'est symptomatique. Hein, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui, en tout cas en Occident, la capacité aux enfants de faire de la philosophie, et c'est même devenu un marché éditorial. Bon. Dans 150 ans, hein, quand les historiens regarderont, voilà, on dira, tiens, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toutes les maisons d'édition se mettent à avoir des collections de philo pour enfants. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se joue, et ça se joue aussi dans le regard qu'on porte sur l'enfance et la philosophie. Donc vous connaissez les goûters philo, sûrement, enfin, en tout cas c'est la collection la plus connue, qui marche très bien. Et comme ça marche très bien, justement, c'est pour ça que les autres s'y mettent, hein, en disant, tiens, ça marche, hein, ça se vend. Je vous en montre quelques-unes. Les chouettes pensées chez Gallimard. Alors ce qui est intéressant d'un point de vue là aussi sociologique, hein, pour les chouettes pensées là ici chez Gallimard, là c'est vraiment un cours, hein, adapté pour un public à partir de 11 ans. Je crois qu'il n'y a aucun ado qui lit ça. Hein. Mais c'est symptomatique là aussi que Gallimard, grande maison d'édition française, ait voulu avoir sa collection, et ce sont des universitaires qui écrivent. C'est-à-dire que là aussi, vous avez des universitaires, hein, qui acceptent d'écrire pour les enfants. Donc là aussi, dans le monde institutionnel de la philosophie, ça veut dire que ça bouge. Hein. Voilà. Bon. Les chouettes pensées, moi je les conseille beaucoup aux enseignants qui se lancent dans les ateliers philo, qui n'ont pas fait de philo depuis la terminale, qui ont besoin de préparer conceptuellement leurs notions, voilà, sur lesquelles ils vont travailler. Là, ici, par exemple, je vous ai mis le chouette pensée sur le concept de beauté, qui est un concept très difficile philosophiquement. Et pour préparer sa séance, hein, vous voyez, allez lire le chouette pensée chez Gallimard. Ben, ça vous fait voilà, un petit cours de philo très accessible avec les mots-clés, les auteurs-clés, et qui permet de faire le tour rapidement de la problématique pour préparer sa séance, choisir ses supports, penser les relances, etc. avec les élèves. Et dans un tout autre style, mais ça fait partie, vous voyez là, de cette même catégorie, vous avez chez Bayard une collection qui s'appelle Les Petits Philosophes. Et vous retrouvez des rubriques dans les revues, Pomme d'Api et Astrapi. Voilà. Et pour terminer dans ce panorama, vous voyez, hein, il y a même maintenant des dessins animés de philosophie pour enfants. Et ça, vraiment, je vous les conseille. Ils sont extrêmement bien faits. Vous avez notamment Mini-Miss Question, que vous retrouvez extrêmement facilement sur Internet, hein, parce que les épisodes, notamment, sont sur le site de France TV Éducation, avec des fiches pédagogiques pour accompagner les enseignants. 7 minutes, cycle 2, cycle 3, où une petite fille rencontre au quotidien une question philosophique, hein, et elle va à la rencontre de ses amis, de ses parents, de ses voisins, à la recherche de réponses, entre guillemets, et au pluriel.
Voilà. Bon, donc des dessins animés de philo pour enfants. Donc c'est incroyable, hein. Il y a 15 ans, il n'y avait rien. En tout cas, en ce qui concerne ce genre particulier de philosophie avec les enfants, et maintenant, je vous dis, la difficulté, c'est pas d'en trouver, la difficulté, c'est de choisir. Tout à fait particulier. Ça va? Très bien. Donc là, je vous remontre une photo qui est tirée du documentaire. Là, vous avez l'affiche « Ce n'est qu'un début ». Je le montre toujours, et en particulier ici à La Réunion, parce que la productrice du documentaire est réunionnaise, hein, et qu'avec sa sœur qui va venir après, France Aupin, ils ont créé une association qui s'appelle Les Enfants de la Philo. Ils ont une antenne à La Réunion, je pourrai vous en reparler à la fin de la conférence. Mais là, cette image, je la montre toujours, c'est donc une image qui est tirée du documentaire « Ce n'est qu'un début », où ils ont suivi pendant 2 ans les mêmes enfants d'une école maternelle, moyenne et grande section, atelier philo toutes les semaines. Donc on voit les progrès des enfants, on voit les progrès de la maîtresse. Formidable, ce n'est qu'un début. Et je montre toujours cette image parce que là, Pascaline, la maîtresse, vous voyez dans son dispositif, qu'est-ce qu'il y a au centre? Les enfants sont assis en cercle, hein, et au centre du cercle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va nous aider à réfléchir sur cette grande question? Il y a les albums. Et je pense que, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est autant la philosophie a besoin de la littérature pour donner de la sensibilité. On reproche souvent à la philosophie d'être abstraite, hein. La littérature, on va le voir, elle va donner du sensible à la réflexion philosophique. Et je pense que la littérature, elle a aussi besoin de la philosophie, parce que quand on philosophe à partir des histoires, c'est aussi montrer aux enfants que la littérature n'est justement pas que du divertissement, mais c'est aussi une parole dont je peux m'emparer pour donner sens à mon expérience du monde. Ça va? Vous êtes toujours là? Deuxième temps donc, de cette conférence, je voudrais montrer un petit peu les avantages qu'il y a justement de s'appuyer sur la littérature quand on est dans un atelier de philosophie. Et après, je vous montre un exemple. Alors, pourquoi la littérature pour philosopher? Là, écoutez bien, parce que là, c'est quand même, je vais vous résumer en 10 minutes, 18 années de recherche. Voilà. Donc, j'essaie de faire synthétique. Voilà. Quels sont les grands avantages? Premier avantage, c'est que la littérature, elle ouvre à tous les possibles et nous permet de mieux comprendre le réel. Si vous prenez, c'est une expérience fictive, mais qui, je pense, va vous parler. Si vous prenez, vous, en tant qu'individu, hein, chacun d'entre vous, là, vous vous posez la question, qu'est-ce que vous connaissez du monde et de la condition humaine à partir simplement et exclusivement de votre expérience de vie, de ce que vous avez vécu comme expérience et comme rencontre depuis votre naissance? Qu'est-ce que vous connaissez du monde et de la condition humaine? Juste ce que vous avez vécu. 2 minutes pour réfléchir, 2 secondes pour réfléchir, et je vous dis la réponse. En fait, vous ne connaissez rien du tout. Nous avons une expérience du monde qui est extrêmement limitée. Alors ça, je ne mets pas sur un philosophe, ça s'appelle Paul Ricoeur, et qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi sur la fonction du récit. Pourquoi? Et c'est absolument universel, il n'y a pas de civilisation sans récit. Dès qu'il y a civilisation, il y a conte, il y a mythe, il y a légende. C'est-à-dire que c'est Nancy Houston, hein, qui parle aussi de la fiction et du récit comme consubstantiel, comme essentiel à la condition humaine. Il y a humanité, il y a récit. Alors Ricoeur essaye de penser ça, hein, cette universalité du récit dans l'humanité. Ricoeur dit ça, en tant que philosophe, hein, justement. Il dit « Notre expérience du monde est forcément extrêmement limitée. D'abord, nous sommes nés dans un temps et un espace particulier. Je suis une femme née en France à la fin du XXe siècle. Plus je suis née dans une famille particulière, dans une sociologie particulière.
Et à l'intérieur de cet espace-temps extrêmement limité, toutes les expériences qu'un être humain peut faire dans sa vie, je n'en ai vécu qu'une infime partie. Les histoires d'amour qu'on peut vivre, les rencontres qu'on peut vivre, rien. Je connais rien. Donc, dit Ricoeur. Et Ricoeur dit ça comme ça. Comment moi, en tant que philosophe, je peux avoir l'ambition de penser la condition humaine dans sa complexité et dans sa globalité, alors que moi, j'y connais rien. Qui suis-je? Quelle légitimité je peux avoir? Ricoeur dit par exemple, et il écrit ça, il a plus de 80 ans, il dit j'ai une vie riche, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait plein d'expériences. Mais il y a toute une série d'expériences justement que je n'ai pas vécues. Et il dit, par exemple, dans ma vie, je n'ai jamais commis de meurtre. J'ai jamais tué quelqu'un. Je sais pas vous. Pas encore. Althusser a tué sa femme à 85 ans, vous voyez, donc c'est pas mort, quoi. Ça peut encore arriver. Bon, mais jusqu'ici, a priori, dans cette salle, personne n'a fait cette expérience concrète de tuer quelqu'un. Rassurez-moi. Bon, dit Ricoeur, je sais pas ce que c'est dans ma chair. Je ne l'ai pas vécu. Qu'est-ce que c'est qu'être un meurtrier? C'est pas rien dans la condition humaine quand même, cette expérience-là. Alors, dit Ricoeur, comment, moi en tant que philosophe, puisque je ne l'ai pas vécu, comment je peux le penser? Mais il dit crime et châtiment. Crime et châtiment de Dostoïevski. C'est grâce à Crime et châtiment de Dostoïevski, en me plongeant dans ce qu'il va appeler le grand laboratoire de l'imaginaire. Dans le grand laboratoire de l'imaginaire, dit Ricoeur, tout m'est possible. Je peux tuer quelqu'un, je peux voler, je peux mentir, je peux découvrir des cultures que jamais mon expérience de vie me permettra de vivre. On a cité Yacouba tout à l'heure. Qui s'est déjà retrouvé dans la situation d'avoir à choisir s'il fallait tuer le lion ou pas? Personne. Et pourtant, quand on se met à la place de Yacouba, on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi le courage dans cette situation-là? C'est quoi le devoir? C'est quoi être un homme? Donc la littérature nous donne, dit Ricoeur, toute une série d'expériences qui sont autant de laboratoires de la condition humaine, et par retour au réel, ça me permet de clarifier, finalement pour moi, c'est ça le courage, c'est ça la liberté, c'est ça le devoir, c'est ça le bien, c'est ça le mal, c'est ça l'amour, etc. Donc encore une fois, voilà pourquoi c'est un avantage et un support extraordinaire pour la philosophie, la littérature, parce qu'elle me permet de vivre par procuration ce que le réel seul ne me permettra jamais de vivre. Et donc elle me permet d'atteindre la complexité de la condition humaine et du monde. Bon. Et plus on est petit, plus on a une expérience du monde qui est limitée. Et plus, je dirais, on a besoin justement de la littérature, parce qu'en offrant une histoire aux enfants, vous allez leur offrir autant d'expériences de pensée qui leur permettront d'aborder la problématique dans toute sa complexité. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, la littérature, elle facilite la rigueur des échanges. Philosopher, c'est pas bavarder, c'est pas le café du commerce. On a le droit de faire du café du commerce, on a le droit d'aller boire des coups avec des copains, et la vie, la mort, machin et tout ça. Mais on n'est pas en philo. À partir du moment où on dit qu'on fait un atelier de philosophie, ça veut dire qu'on convoque une discipline particulière. Mon Dieu, combien de temps il me reste? Arrête. Non, tu me fais peur. Non, combien de temps il me reste? 17h50. D'accord, ça va aller. Ça va aller. Donc, tu me refais signe à 18h10 dans 20 minutes, d'accord. Vous savez, moi je suis dans mon laboratoire d'imaginaire. Il faut que je redescende, justement. Bon. Donc, à partir du moment où on dit qu'on est en philosophie, on convoque une discipline avec une rigueur particulière. Alors, j'ai pas le temps de développer, justement, ça tombe bien, tu me l'as dit.
j'ai vu dans mes recherches, les corpus que j'ai, etc., que le fait d'avoir de la littérature, ça permet effectivement d'atteindre plus facilement des processus d'argumentation, de problématisation et de conceptualisation quand les enfants se saisissent des œuvres. Bon. Troisième avantage, il est très important, c'est que la littérature instaure ce que j'ai appelé une bonne distance dans les ateliers de philosophie. Il faut atteindre en philosophie cette bonne distance, c'est-à-dire qu'il faut être ni trop près, ni trop loin de la question. Il faut que la question philosophique qu'on se pose, l'amour par exemple, quand on l'aborde philosophiquement, il faut qu'elle soit ni trop près de votre expérience personnelle, de votre intimité. Sinon vous êtes dans l'affect. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans le passionnel. Si on faisait un atelier philo là maintenant, et je vous dis, bah, allez, on va parler de comment, qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'être vraiment amoureux de quelqu'un, on y va, vous me parlez de vous. Bah, d'abord, vous allez me dire, ça ne te regarde pas. Et les enfants, c'est pareil. Je pense qu'il faut leur apprendre aussi, il y a le public, il y a le privé, et Dieu sait si c'est compliqué des fois de faire la différence. Hein, pour... Donc moi, je pense qu'il faut leur apprendre. Il y a ce qui relève de l'intime, il y a ce qui relève du privé, puis il y a ce qui relève du public. Donc quand on est dans un atelier de philosophie, à l'école ou en bibliothèque, ou n'importe, on est dans un espace qui est public. Donc non seulement ils n'ont pas forcément envie de parler d'eux, à la première personne, et c'est tout à fait légitime, et en plus parler de soi à la première personne, surtout sur des questions comme l'amour, la mort, etc., on va se mettre à pleurer ou à rigoler, enfin, on va être dans l'affect. On ne va pas avoir cette distance critique qui va nous permettre de réfléchir sur l'amour, la mort, le bonheur, etc. Donc il ne faut pas être trop près, parce que ça empêche le raisonnement philosophique, mais il ne faut pas que ce soit trop loin non plus. Parce que si je vous dis, bon allez, on parle de l'amour, mais alors vous ne me donnez aucun exemple, puisque vous ne parlez pas de vous, tout d'un coup vous allez avoir le poids du concept là, trop général, trop abstrait. On reproche en général à la philosophie d'être trop abstraite, hein, comme si l'amour, le bonheur, la liberté, ça ne vous concernait pas, quoi. Non. Et donc il va falloir trouver une bonne distance. Comment parler de ce concept-là, ni trop près, ni trop loin? La solution que j'ai trouvée, encore une fois, hein, c'est la littérature. Donc allez, on a fait un atelier philo sur l'amour, et on va parler de Cyrano et de Roxane. Alors, Cyrano et le petit Roxane. J'ai pas le temps de vous le faire, je l'adore cet atelier philo sur Cyrano et Roxane. Mais voyez, hein, cette mise à distance par la littérature de la question, mais tout en restant dans le sensible, tout en restant aussi dans une possibilité d'identification de chacun d'entre nous avec les personnages, ça permet, encore une fois, de ce que j'appelle aussi le paravent du personnage. On voit dans un certain nombre de corpus que j'ai, que les enfants parlent d'eux, mais à travers le personnage. C'est pas moi qui ai peur de grandir, hein, c'est Peter Pan. Et Peter Pan a peur de grandir, tout le monde n'a pas envie de grandir, mais Peter Pan, il a peur, hein, voilà. On voit bien qu'il parle d'eux, voilà. Mais en se protégeant effectivement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je cite Ricoeur, il est magnifique cette phrase. Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire, dès que s'ouvre un livre, sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Formidable, belle cette phrase. Pas toujours facile, hein, Ricoeur, mais celle-là, elle est belle. Un petit exemple, pour terminer. J'ai combien de temps pour un exemple? Tout le temps que tu... Oui, pas tant que ça, mais... Allez, un petit exemple de laboratoire de pensée. Quand j'anime un atelier philo pour la première fois dans une classe, ou de façon exceptionnelle en bibliothèque, ça m'arrive de temps en temps, voilà, je veux bien, j'arrive pour la première fois ou une seule fois, mais je prends toujours le même récit. Et le récit que je prends, c'est une adaptation d'un mythe platonicien que j'ai là, qui existe donc en album jeunesse, que vous retrouvez aussi dans les philofables de Michel Picmal. C'est l'anneau de Gigès. J'en ai fait une fiche pour EduScol. D'ailleurs, dans le cycle 3, si vous regardez les fiches EMC EduScol, vous verrez, il y a une fiche sur la liberté et les lois. Et c'est une fiche justement à partir de l'anneau de Gigès de Platon.
pour ceux qui ne connaissent pas l'anneau de Gygès de Platon, je vous raconte. D'abord, j'aime bien parce que première séance de philo, alors ça c'est du CP jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, vous pouvez le faire. Hein. Ça fonctionne super bien avec des adultes, tout le monde adore. Bon. J'aime bien parce que même première séance de philo, je vais pouvoir parler des philosophes. La philosophie, c'est né en Grèce, premier philosophe, c'était Socrate, il n'a écrit aucun livre, et un de ses élèves, il s'appelait Platon, et il écrit des livres très sérieux sur des grandes questions qu'on continue toujours à se poser, sur l'amour, la liberté, les lois. Et pour nous faire réfléchir sur ces grandes questions, de temps en temps, Platon, il insère des petites histoires extraordinaires pour nous aider encore mieux à réfléchir. Et premier atelier philo, à partir d'une histoire extraordinaire. Alors déjà, avec le mot extraordinaire, mais la fiction comme ça à pattes hein, aussi, hein, tout le monde. Voilà. Dès qu'on lit une histoire, hein, même au niveau de l'attention, hein, les enfants tout de suite, hein, ils plongent. Non. Il y a c'est ce que Vincent Joux appelle le consentement euphorique à la fiction, chez les enfants. C'est beau, hein, consentement euphorique. Hein. Et quand on lit un livre, dit Joux, on redevient un enfant. On est pirate, on est princesse, voilà. on est Yacouba, on est Cyrano, on est Roxane, on est Madame Bovary. Consentement euphorique à la fiction. Parce que c'est consubstantiel, on adore ça. Voilà. Donc quand je dis, on commence la philo avec une histoire extraordinaire, avec le mot extraordinaire, on y va, c'est parti. Il était une fois Gygès, un berger, qui était au service du roi. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un tremblement de terre, le sol se fend en deux et se forme une grande ouverture près de l'endroit où il garde son troupeau. Donc après, compréhension en fonction de l'âge. Hein. Bon. Un berger, un tremblement de terre, le sol qui s'ouvre en deux et Gygès qui peut voir sous terre. Il descend sous terre. Et qu'est-ce qu'il voit sous terre, Gygès? Trésor, pierres précieuses, or, argent. Mais plus étrange encore, il voit le cadavre d'un géant. Un géant mort. Et le géant porte à son doigt une bague en or. Gygès s'approche, il prend la bague au géant, la met à son doigt, qui prend instantanément la taille du doigt de Gygès, et effrayé par ce prodige, Gygès repart sur terre sans prendre autre chose. Quelques jours plus tard, Gygès va à une réunion avec ses camarades bergers. Donc là, vous imaginez les enfants qui sont en cercle. Je raconte l'histoire. Je dis, ben, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Gygès le berger, hein, il est en réunion avec ses camarades, ils discutent de l'état des troupeaux, bah alors toi t'es mouton, bah toi t'es mouton, etc. Et Gygès, très fier d'avoir cette bague, je ne sais pas si vous la voyez bien, il en faut une, hein, n'importe laquelle, oui. Gygès, très fier d'avoir cette bague, hein, joue avec. Et nous dit Platon par inadvertance, sans le faire exprès, il tourne le chaton de la bague vers l'intérieur de la main. Ce faisant, il devint aussitôt invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s'il était parti. 9 chances sur 10, cycle 3, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Tolkien, l'anneau de Gygès, c'est Platon. Harry Potter et sa cape. Platon, tout est dans Platon de toute façon. C'est Platon, l'anneau de Gygès. Donc, Gygès découvre que l'anneau qu'il a dérobé au géant a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. Il suffit de tourner la bague. Et là, j'arrête la lecture. Je vous lis la fin dans 10 minutes. Et pendant 10 minutes, vous vous mettez par groupe de 4 et vous allez réfléchir ensemble à ces 2 questions. Voilà. Vous pouvez le refaire la séance, hein, je vous assure, ça fonctionne super bien. Voilà. Première question, je demande aux enfants, hein, voilà. À votre avis, que va faire Gygès? Un berger, il a une bague qui rend invisible, qu'est-ce qu'il va faire? Et deuxième question, et vous? Pierre-Éric, demain tu as l'anneau de Gygès. 24 heures, une journée, hein. France, une journée invisible. Pascal? Tu touches pas. Oh là là, il faudrait qu'on le fasse. Hein. Une journée, vous êtes invisible. Imaginez, on est bien dans l'imagination. Vous voyez, là on les met dans le laboratoire, l'imaginaire. Hein.
Là, ça y est, ils sont plongés, ils sont dedans, hein, les enfants. Hein. Wow. Être invisible pendant une journée. C'est parti. Donc je l'ai né, voilà. Bon. Quelle que soit la culture, je l'ai fait au Bénin, je l'ai fait à Monaco, je l'ai fait au Luxembourg, je l'ai fait au Mans, je l'ai fait à Abidjan, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, même avec des adultes, vous avez systématiquement 3 exemples de transgression universelle de la loi. Je vous le fais vite, hein, je pourrais passer des heures à vous faire, j'ai déjà, mais bon. Première catégorie, hein, l'espionnage, sous différentes formes. Je vous dis juste la fin pour Gigès, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Gigès tue le roi et devient un tyran, dans le mythe de Platon. Là, je vous donne un petit peu les exemples de transgression que donnent les enfants. Donc, espionnage, allez voir ce que les copains et les copines disent de moi quand je ne suis pas là. Les ados, vestiaire des filles. Adultes, les lieux de pouvoir. L'Élysée, machin, n'importe quoi, etc. Voilà. Où les parents vont voir les enfants à l'école. Bon, les enfants ne vont jamais voir les parents au travail. Voilà. Bon. Donc, espionnage. Deuxième catégorie universelle de transgression, le vol. Les petits volent des bonbons, du cycle 1. Les plus grands volent des objets. Les plus grands volent de l'argent. C'est systématique. Non. Les enseignants sont très inventifs aussi, quand vous pouvez le faire à l'ESP, ça vous verrez. Trafiquer le salaire, aller au système informatique pour trafiquer le salaire et rajouter un zéro. Voilà. Voilà. Tout ce qui est fraude aux moyens de transport. Prendre l'avion sans payer. Voilà. En métropole, alors systématique, c'est on prend le train. On va à Disneyland, et vous savez ce qui est bien à Euro Disney quand on est invisible, c'est les enfants qui m'ont appris. Moi je savais pas, hein, j'y avais pas pensé. On fait pas la queue. Voilà. Ouais. Bon. Alors vous avez l'espionnage, vous avez le vol, et vous avez. Alors faire des blagues, c'est des vengeances. Tout ce qui va relever des vengeances. Bon. Donc vous avez tout ce qui est désobéir aux parents. Hein. Ils prennent 10 kilos les enfants ce jour-là. Hein. Les bonbons, les kebabs, les chips, les machins, tout ça. Bon. Donc vous avez tout sur votre tableau à ce moment-là. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, une trace écrite en CE2. Donc si j'avais l'anneau de Gigès, aller dans des endroits interdits, me venger, désobéir, rester au lit et sécher les cours, tricher au jeu, conduire une Ferrari, bien sûr. Faire peur aux autres, voler des bons points, voler dans les magasins, faire croire que je suis un fantôme, faire le tour du monde gratuitement, écouter les conversations des autres, récupérer des objets confisqués par la maîtresse, sortir en cachette sans que mes parents me voient. Bref, vous avez au tableau tout ce qui est interdit. C'était le but. Hein? Là, ici, c'est une ruse. Hein. Moi, je veux travailler sur la liberté. Pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut? Ça sert à quoi les lois? Ça sert à quoi les règles? À quoi ressemblerait un monde sans loi? Donc, ma ruse à moi, c'est de partir de Gigès. De les mettre dans ce laboratoire de l'imaginaire où là, ils se lâchent. Ils se lâchent. Tout ce qui est interdit. Et maintenant, la philo, elle peut commencer. C'est-à-dire que la philo, elle commence qu'à partir du moment où on a tous ces exemples de transgression, on revient sur Terre. Et on se pose la question, alors j'ai pas le temps de le faire, je vous montre 3 questions qui peuvent être posées, pas en autant de séances successives. Hein. Déjà demander aux enfants, mais pourquoi les adultes vous interdisent de faire tout ce que vous voulez? Vous avez une journée les enfants, ça il n'y a plus les adultes, ils sont plus là. Et bien ce que vous avez envie de faire, c'est pile ce qui vous oblige et ce qui vous interdise. Personne ne va à l'école, hein. Et bien ils vous obligent à y aller. Manger des bonbons, voler... Tout ce que les adultes vous interdisent, c'est pile ce que vous avez envie de faire dans cette journée de liberté totale. Mais pourquoi ils font ça? Par sadisme? Je ne sais pas, on y va, on réfléchit. Fonction des lois, des règles, déjà d'envoyer dans la structure familiale, hein, adulte, enfant. Alors là, vous avez quand même les idées de protection qui peuvent arriver. Hein. Les enfants conscientisent. Et pour la première fois, chez les enfants, ce qui est assez beau, même, c'est qu'on voit chez les enfants, c'est la première fois qu'ils conscientisent ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils nous disent non.
Parce qu'en fait, la loi, elle protège, elle nous protège du danger. C'est dangereux, par exemple, de manger trop de bonbons. C'est pour qu'on ait un bon travail plus tard qui nous oblige d'aller à l'école. Donc ils peuvent conscientiser cette idée que la loi protège et qu'elle peut être un signe d'amour. Alors il faut toujours mettre du conditionnel, hein. Ce n'est pas la réponse qu'on a trouvée, c'est une des fonctions de la loi. Ça peut être par responsabilité, par devoir. Ils disent, bah, la maîtresse, elle ne nous aime pas comme les parents nous aiment. Donc c'est pas par amour, la maîtresse. Mais parce que les enfants disent, bah, c'est leur métier de nous protéger. C'est leur responsabilité. Il y a des enfants qui disent, les lois ne sont pas forcément justes. Hein. Il y a des lois qui sont arbitraires. Déjà, on arrive déjà sur cette distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime. C'est pas parce que les adultes nous disent que c'est forcément justifié. Ça peut l'être quand c'est pour nous protéger, mais... Alors, oui, ce qu'ils disent aussi, c'est que les adultes, ils peuvent le faire par égoïsme. Hein. Du genre, ils nous obligent à nous coucher à 8 heures parce que comme ça, ils peuvent regarder ce qu'ils veulent à la télé. Ben oui, par égoïsme, on prend. Vous voyez, par amour, par égoïsme, par responsabilité, vous avez une pluralité, une complexité de ce rapport entre adultes et enfants. Deuxième question que j'aime beaucoup traiter, j'adore ces séances-là, à quoi ressemblerait un monde sans loi? C'est l'état de nature. Hein. Pour les philosophes, on peut donner ce vocabulaire philosophique avec les plus grands. Voilà. Les philosophes appellent ça l'état de nature. On imagine un monde où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de lois qui sont instituées. À quoi ça ressemble? Et là, je vous assure, dans les séances, c'est extraordinaire pour un philosophe. Vous avez à la fois les théories de Thomas Hobbes qui apparaissent, c'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme. C'est l'anarchie, c'est le désordre, c'est la guerre, c'est la violence, hein, tout un vocabulaire, tout un lexique hein, qui est de l'ordre encore une fois de la violence et de la guerre, l'homme est un loup pour l'homme, et que la première fonction de la loi à ce moment-là, ce serait l'ordre et la sécurité. Et puis vous avez un deuxième lexique qui relève de la loi du plus fort, là c'est Rousseau. Et que la loi, à ce moment-là, si elle doit empêcher que la loi du plus fort, c'est peut-être pour établir... Je vous le fais vite, hein, vous voyez, en 1 minute, ce qui met 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Hein. Mais l'idée que la loi, c'est pas seulement l'ordre et la sécurité, c'est peut-être aussi l'égalité et la justice. Bon. Là, vous avez des belles séances de philosophie politique. Et puis, troisième question qu'on peut poser, alors ça prend du temps, hein, c'est plusieurs semaines, hein, évidemment, hein. Mais vous voyez où je veux en venir avec cette troisième question. Je demande aux enfants, on reprend les exemples de transgression. Bon, vous êtes tout seul à la maison, vous êtes tout seul à l'école, vous êtes tout seul dans un magasin. Est-ce que vous allez forcément voler, tricher, espionner? Vous allez le faire ou pas? Non. Un des pires exemples qu'elle m'avait donné un enfant, vous voyez, pour la première séance, vous faites quoi si vous êtes invisible? Il y a un gamin une fois qui m'a dit, je vais dans le cirque et je pousse le funambule. Meurtre gratuit. Oh. Je dis, bon, bah allez, t'es tout seul dans le cirque, tu pousses le funambule, tu le ferais? Tu le ferais ou tu le ferais pas? Alors évidemment, voler des bonbons, vous voyez, oh, je suis sûr pas de prix. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Non, non, t'es tout seul, tu peux le faire. Tu le fais ou tu le fais pas? Les enfants qui disent, ah oui, je suis sûr pas de prix. Je le fais, très bien. La peur d'être puni. J'obéis aux lois parce que j'ai peur d'être puni, mais si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais. Et puis, vous voyez où je veux en venir. Il y a des enfants qui se disent, ah non. C'est pas non. bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de transgresser les interdits si tu es tout seul? La morale. Il y a des enfants qui disent, on n'est jamais tout seul, il y a Allah qui nous voit. J'ai souvent ça. Des expérimentations à Creil ou à Sarcelles avec une population qui est musulmane, voilà. Et donc, voilà, la croyance est vraiment ancrée chez les enfants. Et effectivement, on peut le dire, ben oui, si on croit en Dieu, tu crois en Dieu, tu es musulman, et donc tu penses qu'on n'est jamais tout seul, que Dieu nous voit, et que, oui, on est redevable aux yeux de... Oui, d'accord. Et si on ne croit pas? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Alors ça veut dire qu'il fait tout et n'importe quoi. Et là, je vous montre Anna, 6 ans. On est en CP, grande section CP. C'est la trace écrite que je vais vous montrer. Et on est pile à ce moment-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire des, entre guillemets, bêtises? On appelle ça comme ça, CP, hein, voilà. Transgression des interdits. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de transgresser des interdits si on est tout seul? Anna, 6 ans. Regardez ce qu'elle me sort. Bien sûr que j'aurais envie de faire des bêtises, mais je ne ferai rien de tout ça, car j'ai la loi en moi.
Je dis, quand tu sors de ce corps tout de suite, je t'ai reconnu. Sors. Sors de cette pièce. Et ben voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle un kairos en didactique de la philo, ça n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, alors soit on croit à la réincarnation, et on pense que les philosophes s'incarnent dans le corps des enfants, il y a Épicure, Kant, Descartes, qui se pointent, voilà, bon. Et si on ne croit pas en la réincarnation, voilà, on pense que les enfants ont des intuitions philosophiques, alors qui sont étayées par le dispositif, hein. Vous voyez, on a utilisé Gigès, on a relayé, on a étayé, etc. Et à un moment, il y a voilà, ce surgissement d'un kairos. Un kairos, c'est un événement de pensée, et vous avez un enfant, voilà, Anna, qui vous résume avec ses mots à elle, hein, la critique de la raison pratique de Kant. C'est-à-dire que la dignité de l'être humain, le respect profond et la dignité de l'être humain, c'est que l'être humain, contrairement aux animaux, il obéit à des lois qu'il s'est données à lui-même. C'est ce que Kant appelle l'autonomie. La vraie morale, dit Kant, c'est pas d'obéir aux autres, parce qu'on a peur d'être puni par les hommes ou par Dieu. La vraie morale, nous dit Kant, c'est une morale laïque, même si on est croyant, le bien et le mal, je suis capable en tant qu'être humain de le distinguer parce que j'ai l'exercice de la raison. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise, je le sais car je suis capable de le distinguer par l'exercice de ma raison. Bien sûr, j'aurais envie de faire des bêtises, mais je ne ferai rien de tout ça car j'ai la loi en moi. C'est la définition de l'autonomie selon Kant. Dernière trace écrite, voilà, j'ai fini. On est en clis, je voulais juste vous montrer, c'est joli, c'est des kairos, là aussi, un clis trouble du langage. Et pile à ce moment-là aussi, il y a un enfant qui me dit, on n'est jamais tout seul. Même si on est invisible, il y a toujours un témoin, et le témoin, c'est nous. Je suis jamais tout seul, parce qu'il y a toujours moi. Et moi, je me vois. Beau ça aussi, hein. Ah, ça, là. On l'a écrit, hein. Alors là, il se dessine dans sa journée d'invisibilité où il met un seau d'eau au-dessus de la tête de la maîtresse. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que quand il réfléchit, il n'est pas sûr de le faire, hein, parce qu'on n'est jamais tout seul. Hein. Moi, je me vois et moi, je suis redevable à mes propres yeux. Et je peux en éprouver, vous voyez, culpabilité, honte, etc. Voilà, j'ai terminé. Je finis avec cette phrase de Corentin que j'adore, Philippe Corentin, qui est un grand auteur jeunesse. Il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi des livres pour les réveiller le matin. Voilà. Une phrase de Corentin, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, en atelier de philosophie avec les enfants, et c'est comme ça aussi que la littérature et la philosophie se rejoignent dans leur finalité, quoi. Pas une littérature pour endormir, mais une littérature pour réveiller.